Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien, nous sommes le 3 octobre 2023, ça passe vite le temps, 3 octobre 2023, on fait le tour de l'actu, comme d'habitude, maximum d'infos, on a un minimum de temps, et oui ça passe trop vite bientôt, on va bientôt arriver fin d'année, et on a hâte de voir un petit peu comment on pourra commencer cette autre année 2024, avec un halving, avec plein de news qui vont arriver, avec Mika, avec d'autres choses comme ça qui seront peut-être pas terribles, mais enfin bon, allez, pour l'instant, ça se comporte pas trop mal le marché, donc on essaye de voir tout ça ensemble, évidemment. On va parler de l'évolution justement du paysage crypto, on va avoir un regard sur le troisième trimestre 2023, on va parler du secteur de la cryptographie qui supprime davantage d'emplois, ça c'est bien embêtant, un revirement dans l'investissement en crypto aussi, la Chine qui pourrait utiliser Hong Kong, évidemment qu'elle utilise Hong Kong, pour la crypto, le FMI, la CFTC, on va parler de Grayscale, on va parler des ETF aussi, Ether qui bon, c'est peut-être pas Ethereum là, les ETF ça n'a peut-être pas été un truc extraordinaire dans les médias, le démarrage est un petit peu mou, mais on voit tout ça ensemble mes amis. Donc on va en premier voir petit tour des news, évidemment guerre en Ukraine, toujours là malheureusement. Temps de repenser pour tous ceux qui souffrent, calendrier économique, des news, il y a toujours des news à longueur de temps. Si vous faites du très long terme, vous en foutez. Si vous êtes trader comme moi, évidemment que vous les regardez parce que on regarde surtout les graphiques au moment que ça se passe pour voir un petit peu si on peut prendre des trades à la hausse ou à la baisse, suivant les news, suivant la perception des gens. Tout le monde ne perçoit pas pareil, parce qu'il y a des fois, vous ne savez pas pourquoi le marché monte et tout le monde part à la baisse. On se demande tout le temps un petit peu ce qu'il fait, si le monde n'est pas tombé sur la tête. Mais non, c'est comme ça, et c'est comme ça justement que tout ce côté de finance nous attire et nous fait travailler énormément pour essayer de le comprendre mes amis. Allez, j'avance, je continue, on en parle à longueur de temps évidemment, on a un BTC 27 628, le TH 1667, c'est pas trop mal, indice de la peur, on est sur le neutre, on sait pas trop où on en veut. Septembre, ça s'est pas mal passé, le mois de septembre c'est pas trop mal passé, donc malheureusement, août c'était pas terrible, juillet c'était pas août, juin c'était pas trop mal, et voilà, bon avant on voit bien qu'on se comportait pas trop mal, janvier, février, janvier c'était bon, janvier on avait 40%, on s'est éclaté. Bon, le mois de septembre, c'est jamais des mois très très bons normalement, quand on regarde un petit peu sur les autres années, c'était pas grandiose, donc voilà, on démarre octobre, on verra bien. Octobre, c'est jamais un mois non plus. Si, ça peut être un mois pas mal. Et on espère qu'il sera bon en tout cas, pour pouvoir entamer novembre et décembre, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, avec la tête haute, en étant fier de la crypto-monnaie, de ce qui se passe dans notre écosystème. En tout cas, allez, on va voir. Je plaisante avec tout ça, mais c'est pas simple, c'est pas simple. On doit surveiller tout ça de près et agir en conséquence. Petit résumé rapide de tout ce qui s'est passé depuis qu'on a eu ce bear market, là on a chuté. Alors première chose que je veux dire, attention, le bear market il n'est pas dû à cause de la crypto-monnaie, il est dû à cause du marché classique de la finance traditionnelle qui a commencé à tomber à cette période-là. Nous, qu'est-ce qu'on a fait en actifs risqués? On a juste suivi, donc on est tombé. Quand on fait de la finance, quand on est dans la bourse, on sait depuis toujours que quand le marché classique tombe, eh bien en premier on va virer tous les actifs risqués. Nous sommes un actif risqué, on s'est vite empressé de vendre évidemment. Arrivé à des niveaux comme ça, quand le marché tombait, tout le monde vendait, donc c'est pour ça que le marché s'est écroulé. Je reviens là-dessus une seconde pour dire, parce qu'après on n'a pas eu de peau, il y a eu l'Ukraine, donc on a tous souffert de l'Ukraine, quoique l'Ukraine, voyez, on est quand même remonté, le marché. Au niveau de l'Ukraine, on a souffert un peu, le marché est remonté, pour après redescendre en même temps tout le marché traditionnel. On a eu l'UST, boum, on a pris une grande claque sur la tête. On a eu Celsius, gros coup de marteau sur la tête. On a continué à descendre, comme le marché traditionnel, et après ça, on a eu, alors là, FTX. Là, effectivement,
on n'a pas fait comme le marché traditionnel, parce qu'à ces niveaux-là, on suivait toujours le marché traditionnel, mais lui, tout de suite, est monté comme ceci. Vous voyez, lui est monté comme ceci, et nous, boum, on est tombé là. Mais on est tombé, on s'est très bien repris. C'est ça que je voulais souligner, parce que là, effectivement, tout le monde avait peur, hein, tout le monde parlait des 4000, des 5000, même moi, en rigolant, je disais, on peut tomber à 1 euro, et ce serait à 1 dollar, ce serait pas mal de racheter le BTC à 1 dollar. Allez, tout le monde avait très très peur à ce niveau-là, mais on a bien repris, et on a repris le cours des marchés. Le marché traditionnel est remonté aussi, eh bien on a repris le cours. Ou après on a eu quelques petits changements justement, et en ce moment on travaille sur une zone de 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, vous voyez. Donc résistance, support à 25 000, aujourd'hui on est remonté un petit peu, il y a les 32 000 qu'il faut dépasser, j'entends souvent les 28 000, 29 000, on s'en fout des 28 000, des 29 000 mes amis. Les 30 000, on s'en fout aussi, c'est 32 000 qu'il faut dépasser, c'est ces niveaux ici qu'il faut dépasser, qui sont sur les 31 500, 32 000, c'est ces niveaux-là qu'il faut dépasser. En dessous, on travaille simplement dans un immense range, dans une grande zone comme ça, avec plus haut et plus bas, hein. Donc on s'en fout un petit peu. Tant qu'on n'aura pas dépassé les 32 000, c'est pas la peine de penser que vous allez faire des bons. C'est pas parce que vous allez venir ici à 29 000 que ça y est, c'est joué. Non, non, il faudra passer les 32 000 pour que ça soit bien joué, mes amis. Il faudra passer ici. Voilà. Et quand on passera ceci, 32 000 ici, là on pourra dire ça va bien. Tiens, je vais vous refaire une petite ligne. J'adore les lignes. Allez, boum, combien? 32 292 pour ceux qui aiment les centimes. Non, je déconne, hein, parce qu'en réalité, c'est toujours, comme je le dis à longueur de temps, ce sont des zones et pas simplement un prix fixe. Sinon, vous allez aussi, pour ceux qui démarrent, c'est pour ça que j'aime pas donner prix fixe, parce que les gens prennent tout pour argent comptant, et quand on leur donne un prix fixe, eh ben, ils vont mettre un stop à cet endroit-là ou quoi que ce soit, et ils se font déglinguer la tête. Hein. Voilà, on a cette zone-là, des 32 000 en tout cas, vous voyez, cette zone qu'il faut passer, qu'il faut rebondir dessus, comme on fait sur les 25 000. La même chose que sur les 25 000. Pour l'instant, 32 000, 25 000, et peut-être qu'ici, on va redescendre à 25 000. S'il y a une cata qui arrive encore, une autre comme un UST qui tombe, un autre Celsius, un autre FTX, ou un autre je sais pas quoi, eh bien, on peut retomber rapidement sur les 20 000. Hein. Mais on est dans une zone très forte où le BTC va repartir. Je suis bullish à partir du moment des 25 000, à partir des 25 000. Je suis bullish à ce moment-là, en pensant toujours, et je continue à dire toujours la même chose, qu'on peut redescendre à 20 000. Voilà. 20 000, c'est une zone auquel on peut redescendre facilement, mais pour après remonter. Voilà. Donc on est sur cette zone-là, on va travailler là-dessus, hein, et encore une fois, on se souvient des 32 000, des 25 000, et peut-être des 20 000 s'il y a une petite cata, mes amis. Voilà. Tout ça pour la fin d'année. Tout ça pour la fin d'année. Allez, je me couche, je reviens en janvier, et en janvier, on fera le point. Voilà, bon, ça, on fera d'autres vidéos pour regarder tout ça. Je vais avancer, parce que sinon, je vais rester des heures et des heures. Et donc, oui, malheureusement, dans notre secteur, on souffre de quoi? Eh bien, on souffre déjà que perte d'emploi. Chainalysis qui supprime 15% de son personnel. Bah, je suis désolé, c'est pas des bonnes news. Alors eux, quand vous les lisez, vous écoutez ça, évidemment, qui vous disent, voilà, l'entreprise a pris la décision difficile de se séparer de 15% de ses employés, a déclaré lundi, soit un porte-parole aux États-Unis, ajoutant: nous sommes très concentrés sur une croissance efficace en raison des conditions du marché. Pensons qu'il est nécessaire de réduire nos dépenses cette fois. Et vous voyez donc, ils disent tout là, hein. Ils disent que le marché va pas bien, mes amis. Je vois pas pourquoi les mecs qui licencieraient juste pour se dire oui, bah on va remployer plus tard parce que ça va très bien, donc on licencie, puis après ça ira bien. Non, non, c'est parce que ça va pas bien. Donc tout ça, c'est pas des bonnes news, c'est pas des spécialement bonnes news, même s'ils rassurent les gens en disant on se concentre, plus tard on va être plus fort. Oui, vous savez, le plus tard, c'est le plus tard, quoi. Hein. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe aujourd'hui, mais on sait pas plus tard. Et voilà. Donc des news comme ça, il y en a quelques-unes, c'est ça qui pose toujours un petit peu problème dans les médias, où on doit se dire qu'on n'est pas encore dans un moment de folie, quoi. Il ne faut pas être FOMO tout de suite. Attendez un peu, hein, attendez un peu, pour l'instant, on fait très attention. Et là, on parle des pertes cryptographiques qui ont atteint 685 millions de dollars au troisième trimestre. Voilà, le monde de la cryptographie a connu une augmentation significative des pertes au troisième trimestre de 2023. Je vous ai un petit compte-rendu de tout ça, hein, avec 685,5 millions de dollars épanouis en raison de piratage et de fraude. Gros problème dans notre écosystème, ça. Hein. Cela représente le trimestre le plus désastreux de l'année, portant les pertes totales à 1,4 milliard de dollars depuis
depuis le début de 2023. Les attaques majeures sur les protocoles Mixing Network et Multichain ont contribué de manière importante à ces chiffres. On en a déjà parlé évidemment. Hein. Et donc en conclusion de ça, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il y a le groupe Lazarus aussi, hein, soutenu par la Corée du Nord et derrière des vols totalisant 208,6 millions de dollars. Hein. Ethereum a été le réseau le plus ciblé, suivi de BNB Chain et du réseau de couche 2 de Coinbase. Près de 96,7% des pertes proviennent de pirates, le reste étant lié à des fraudes et escroqueries. Gros problème dans notre écosystème. Parce que comment vous voulez rentrer des gens en masse à partir du moment où on leur dit que vous pouvez vous faire piquer votre argent facilement? Compliqué. Et des entreprises qui se font pirater, mes amis, attention, faut bien les surveiller après. Parce que cet argent qu'ils perdent, c'est quoi? C'est l'argent soit des clients, soit après c'est l'argent qu'ils ont en réserve au cas où il y aura un problème. Bah justement, là il y a un problème. Cet argent, ils se le sont fait piquer. Est-ce qu'après ils vont tenir le choc? Est-ce que ce n'est pas des futures sociétés qui vont s'écrouler en entraînant beaucoup de gens par la suite? Tout ça, c'est pour ça que je vous en parle à longueur de temps, parce qu'on doit faire très attention. Une société qui se fait pirater, on l'étudie de près, de très près, et on regarde ce qu'elle fait, d'accord? Parce que vous pouvez y laisser vos billes, mes amis. Voilà, donc ça c'est la petite news pour le trimestre qu'on a passé, qui malheureusement de ce côté-là, c'est pas terrible. Maintenant, il y a d'autres bonnes nouvelles, évidemment, il y a d'autres bonnes news. Heureusement, on n'a pas que des mauvaises news. Et justement, sur ce titre-là que nous dit The Block, il y a un revirement dans l'investissement en crypto. Bitcoin domine et Solana brille. Bah, c'est pas mal. Hein. Alors Solana, pendant longtemps, tout le monde disait ouais, ça va s'écrouler, ça va partir. Solana, ils tiennent le choc. Hein. Ils tiennent le choc. Alors ils ont souffert hein, à cause d'FTX, on le sait tout ça. Ils ont souffert à cause de plein d'autres choses, des piratages aussi. Ils ont eu pas mal de problèmes. Puis en réalité, ils sont toujours là. Ils se débrouillent bien. Et je suis assez content parce que ça fait X fois que je vous parle de Solana. Moi, j'entraîne personne hein, dans des sociétés. Je ne vends rien et je ne touche de commission de personne. Hein. Je suis clair et net avec vous, je vous dis juste ce que je pense. En revanche, j'étudie bien les sociétés. Et Solana, depuis ce temps, je dis que voilà, ils tiennent la route, ils sont résilients à tout ça, ils sont là, donc c'est pas une mauvaise société. Bon, maintenant, pour le passé et pour le présent. L'avenir, on verra bien. Et donc, Bitcoin, bon, bah, il s'est bien débrouillé, hein, il s'est bien débrouillé. Les 6 dernières semaines, les produits d'investissement en actifs numériques gérés par des entreprises telles que CoinShare, Grayscale, 21Share, Bitwiz et ProShare ont constaté des entrées nettes de 21 millions de dollars, mettant fin à une tendance précédente de sortie qui s'est prolongée pendant 10 semaines et a totalisé près d'un demi-milliard de dollars. Donc l'argent rentre, ça c'est pas mal. Ça c'est une bonne news, mes amis, dans les médias. Hein. C'est une très très bonne news. Hein. Voilà, donc allez, on va continuer un petit peu dans ce sens-là. Voilà, la semaine a été marquée par un regain d'intérêt pour les actifs crypto-actifs, en particulier pour Bitcoin, comme je viens de vous le dire, hein, et Solana aussi. Voilà, bon, ça c'est bonne news, on continue. Il y a beaucoup de nouvelles hein, partout. Hein. Moi, j'essaie de vous condenser un petit peu tout ça. Et la Chine pourrait s'initier à la cryptographie via le marché OTC de Hong Kong. Oui, de toute façon, la Chine, elle ne va pas du tout lâcher la crypto-monnaie. Hein. Et Hong Kong, même s'il y a une petite différence entre le continent et Hong Kong, vous croyez-moi, les Chinois sont derrière et ils ne vont pas lâcher la crypto-monnaie. Hein. Bon voilà, ça c'est juste un petit article comme ça que vous allez creuser si vous en avez envie. Hein. Je vous mets les liens sous les commentaires. Je vous parle de la Chine à longueur de temps puisque moi j'étais très impliqué, puisque j'ai fait beaucoup de commerce là-bas pendant plus de 20 ans et qu'en réalité... je suis expert en art asiatique, donc voilà, je suis concerné un petit peu pour ça. Hein. Un document du FMI propose un cadre pour évaluer le risque systématique lié aux actifs de cryptographie. Voilà, ça c'est un peu embêtant, on est toujours en train de parler du même problème, quoi. Alors on parle régulation à longueur de temps, on parle problème, on parle protection des clients. On a toujours ce même rythme et c'est pour ça que je vous dis pour l'instant on est encore en faiblesse à cause de tout ça. C'est ce qui nous empêche pour l'instant d'exploser mes amis. Voilà, un compte rendu, un document récent du Fonds monétaire a suggéré un cadre pour suivre et comprendre les risques systématiques engendrés par les actifs cryptographiques. Les FMI affirment que les outils actuels fondés sur la finance traditionnelle ne sont pas bien équipés pour évaluer les risques associés à la cryptographie. Le document introduit la matrice d'évaluation des risques cryptographiques qui aurait pour fonction d'évaluer les risques à l'échelle mondiale. Cette matrice identifierait les risques extérieurs à un pays, mais qui pourrait affecter sa stabilité macro-financière. Ils ont peur, les mecs, ils ont peur. Ce cadre a 3 étapes principales. Une évolution préliminaire de l'importance de la cryptographie pour une économie nationale, l'examen d'indicateurs similaires à ceux de la finance traditionnelle pour déterminer le risque systématique potentiel,
Troisièmement, une évolution du risque macro-financier mondial associé à la cryptographie qui pourrait influencer l'évaluation du risque systématique d'un pays. Les mecs, ils ont peur. Ils ont peur. Les Américains, ils ont peur pour leur dollar, évidemment, et le reste du monde a peur. C'est pour ça que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est contrôler justement cette monnaie numérique, hein, évidemment, c'est ce qu'ils vont faire. Et ils ont peur de la DeFi, puisque la DeFi, en réalité, on a besoin de personne. On a besoin de personne. Ça vit tout seul. Une blockchain Bitcoin, elle a besoin de personne. Elle vit tout seul. Elle n'a pas une personne qui le dirige. Vous avez compris. Hein. Alors, en conclusion, la FMI souligne la nécessité d'un nouveau cadre pour comprendre et évaluer les risques systématiques associés aux actifs cryptographiques. Évidemment, les avantages des crypto-monnaies sont considérables, mais sans une réglementation et une surveillance appropriée, des risques majeurs pourraient émerger. On ne sait pas encore lesquels. Hein. Je pense que c'est pour les banques et les États. Effectivement, la proposition du FMI est une étape vers la reconnaissance des particularités de la cryptographie et la nécessité d'aborder ces risques de manière spécifique. Bon, allez, tout ça, beaucoup de blabla pour réussir à tout contrôler. On en reparlera dans quelques temps, évidemment, que c'est pas terminé, puisqu'on parle de régulation à longueur de temps. Et puis, on n'a pas terminé avec Mika, on n'a pas fini avec l'Europe, nous. Hein, on parle du monde, mais avec l'Europe, on n'a pas terminé. Le président de la CFTC, Rustin Bennett, se concentre sur l'avance sur DeFi. Alors, Monsieur Benham, président de la Commodity Future Trading Commission, la CFTC, met l'accent sur la nécessité de surveiller l'espace DeFi, voilà, établissant une comparaison entre ce secteur et la situation de médecins non agréés, mes amis. Il a exprimé ses inquiétudes lors d'un discours de la Future Industry Association Expo à Chicago. Ceci survient un mois après que la CFTC ait réglé des accusations contre 3 protocoles DeFi, Opin, 0x et Deridex, pour des violations d'enregistrement. Benham a mis en avant l'importance d'être proactif et de garantir une surveillance approfondie du marché, des protections en matière de cybersécurité, des systèmes robustes et des protections pour les clients. De son côté, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a défendu DeFi en incitant les protocoles à contester la CFTC devant les tribunaux. Il pense que l'agence ne devrait pas prendre de mesures punitives contre les protocoles décentralisés. Et oui, moi je suis entièrement d'accord aussi. Hein. Donc on verra tout ça. Hein. Tout ça, ça avance encore une fois. Et effectivement, ils vont vite à punir avant quoi que ce soit. Une chose maintenant qu'il faut être un petit peu honnête, c'est que toutes ces entreprises se sont lancées dans un monde de business sans chercher à savoir s'il y avait des lois, s'ils devaient être régulés de telle manière ou telle manière. Évidemment, c'est ça le problème. Mais encore une fois, la DeFi, finance décentralisée, c'est quelque chose de nouveau, mes amis. Il n'y en avait pas au 19e siècle, il n'y en avait pas au 15e siècle, il n'y en avait pas au 16e siècle. Hein. C'est nouveau. Donc, effectivement, on ne peut pas vivre avec des règles anciennes sur quelque chose de nouveau. Et surtout sur quelque chose qui veut se détacher d'un système classique qui est contrôlé, comme on le sait. Donc, c'est très compliqué. Hein. Et on n'a pas fini avec tout ça, mais c'est bien, ça nous fait avancer, ça nous fait réfléchir aussi sur l'économie, sur tout ce qui se passe. Alors, Grayscale, Grayscale, en collaboration avec Nice Arca, a déposé une demande auprès de la SEC pour transformer sa fiducie Ethereum en un ETF spot Ether. Cette demande suit de près l'approbation par la SEC des premiers ETF à terme sur l'Ethereum. Michael Sonshine, je prononce peut-être mal, un PDG de Grayscale, a déclaré que ce mouvement était une étape essentielle pour intégrer davantage d'Ethereum dans le cadre réglementaire américain. Le trust Grayscale Ethereum, lancé en 2019, est le plus grand véhicule d'investissement ETH au monde, avec des actifs sous gestion de près de 5 milliards de dollars. Grayscale avait précédemment déposé une demande pour convertir sa fiducie Grayscale Bitcoin en ETF Bitcoin Spot après avoir remporté une bataille judiciaire contre la SEC. La société attend actuellement l'approbation de la SEC pour cette conversion. J'attendrai, voilà, bon, en tout cas, je vais aller rigoler, dire une bêtise, mais bon, on attend tout ça, encore une fois, ça avance. En revanche, on peut faire un petit peu le point sur l'ETF, là. Les ETF à terme sur Ether enregistrent des volumes de transactions timides lors des premières heures. Bon, voilà, ça c'est pas extraordinaire, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, au début de leur négociation, les volumes des ETF à terme sur Ether ont atteint moins de 2 millions de dollars. C'est pas beaucoup. En comparaison, l'ETF à terme Bitcoin de Prochar a réalisé 200 millions de dollars de transactions en seulement 15 minutes. L'analyse de Bloomberg EFT Eric Balchou des EFT Balchuna souligne que bien que ce volume soit typique pour un nouveau
nouvel ETF. Il reste faible comparé à celui de l'ETF Bitcoin, on l'a bien compris. Parmi les ETF à terme sur Ether, l'ETF mixte Bitcoin Ether de Valkyrie mène avec près de 800 000 $ de transactions. Voilà, une petite analyse de tout ça. Le lancement des ETF à terme sur Ethereum a été l'un des événements les plus attendus du marché de la crypto-monnaie. Tout le monde attendait ça. Cependant, les premières heures de négociation ont été quelque peu décevantes en termes de volume, en particulier lorsque l'on compare à l'introduction fracassante de l'ETF à terme de Bitcoin, évidemment, de Prochart. Prochart, maintenant, c'est autre chose, parce que l'approche innovante de Prochart permettant aux investisseurs d'accéder à leurs ETF sans nécessité d'un dépositaire crypto, d'un compte d'échange ou d'un portefeuille pourrait jouer un rôle majeur dans l'attraction d'un public plus large à l'avenir. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ces ETF à terme sur Ether dans les semaines et les mois à venir pour voir comment le marché réagit à long terme. En tout cas, petite déception sur ces ETF-là, Ether, voilà. Petite déception, mais bon, encore une fois, c'est pas bien grave. Allez, on se retrouve sur d'autres news. Pensez à vous abonner à ma chaîne, mes amis. Faites-moi des petits commentaires si vous en avez envie. Faites attention à vous, soyez prudents. Encore une fois, le marché se comporte pas trop mal. On va essayer de faire un bon mois d'octobre, mais attention, prudence, toujours prêt à retracer un tout petit peu. Avant d'être FOMO, attendez un tout petit peu dans l'immédiat, je le pense sincèrement, et on verra. Et j'aimerais bien avoir tort, parce que si j'ai tort, ça veut dire que le BTC va s'exploser, il va monter tout de suite à 100 000 ou 80 000 et tout ça. Ce serait extraordinaire et je serai avec lui évidemment dans la course. À plus tard mes amis, bye bye.